Si je dis Moyen Âge, on pense à quoi instinctivement? Des châteaux forts, des chevaliers en armure. C'est ça, des rois qui ont du mal à se faire obéir. Bref, on pense à l'Occident. Mais on oublie souvent que pendant ce temps, un autre empire, Héritier direct de Rome. exactement, il prospérait à l'Est sur un modèle complètement différent. Et c'est un point absolument essentiel. Cet autre empire, Byzance, ce n'était pas juste un voisin, c'était la continuation de l'Empire romain. D'ailleurs, ils ne se sont jamais appelés byzantins. Amant. Jamais. Pour eux, ils étaient des Romains, les Romaillos, et leur capitale, Constantinople, c'était la Nouvelle Rome. Ils se voyaient vraiment comme le centre du monde civilisé. Et c'est justement ce décalage qui est au cœur des sources qu'on explore aujourd'hui. La grande question, c'est en quoi Byzance était si radicalement différente de l'Occident médiéval. On va plonger dans ces contrastes pour voir pourquoi cet empire peut être vu comme un état d'une modernité assez stupéfiante. Oui, on va voir comment une administration centralisée, une loi écrite partout et une culture lettrée ont créé un modèle d'État qui n'avait quasiment rien en commun avec la fragmentation de l'Occident féodal. C'est l'histoire de deux mondes en parallèle, qui ne parlaient plus du tout le même langage. Alors, commençons par la base, la structure du pouvoir. En Occident, l'image est claire, c'est un puzzle. Le pouvoir est éclaté entre le roi, les grands seigneurs, l'Église. Tout repose sur des liens personnels, des serments, la vassalité. Voilà. Un roi, c'est souvent juste un seigneur un peu plus puissant que les autres. Et à Byzance. C'était tout l'inverse, vraiment. Byzance, c'est l'antiféodalisme. C'est un État unifié, bureaucratique, centralisé. Qui a gardé la structure romaine, en fait. C'est ça. Le pouvoir ne repose pas sur une pyramide de loyauté personnelle, mais sur une administration, une bureaucratie. L'État existe indépendamment des hommes. C'est une idée très moderne. Et au sommet de tout ça, il y a l'empereur, le Basileus. Les sources le décrivent comme un autocrator, un souverain absolu. Mais l'histoire byzantine, c'est aussi une longue suite de complots, d'usurpations. Alors, jusqu'où il allait ce pouvoir absolu? C'est le grand paradoxe byzantin. En théorie, son pouvoir est total. Il est choisi par Dieu, il est la loi incarnée. Et il n'est pas seulement chef de l'État. Il est aussi chef de l'Église. Exactement. C'est lui qui nomme le patriarche de Constantinople. Cette fusion du politique et du religieux, le césaropapisme, ça évite la grande lutte de pouvoir qu'on a en Occident entre le pape et les empereurs. D'accord. Mais vous avez dit en théorie. En pratique, En pratique, sa position est incroyablement précaire. comment ça? S'il est l'élu de Dieu, comment peut-on le renverser? Parce que l'idéologie a une sorte de porte de sortie, une usurpation qui réussit est interprétée comme la nouvelle volonté de Dieu. Ah, d'accord, c'est pratique. Très. Si un général prend le trône, c'est la preuve que Dieu l'a choisi, lui. Mais attention, s'il échoue, c'est le crime le plus grave, la trahison. Et là, les châtiments sont terribles. L'aveuglement, une mort atroce. La ligne entre nouvel élu de Dieu et traître damné était donc très très mince. Incroyablement mince. C'est fascinant, du coup, si l'empereur peut changer comme ça du jour au lendemain, qu'est-ce qui fait tenir l'édifice? Qu'est-ce qui assure la continuité? L'administration. C'est ça, la vraie colonne vertébrale de l'Empire. Les empereurs passent, la machine administrative reste. C'est un héritage direct de Rome. Une bureaucratie d'une efficacité sans aucun équivalent en Occident. On parle de ministère, de fonctionnaires? Oui, de ministères spécialisés, les sécrétats, dirigés par des hauts fonctionnaires très éduqués, les logotètes. C'est un État qui lève des impôts de façon systématique, qui tient des registres, qui paye une armée permanente. On est à des années-lumière du roi occidental qui doit supplier ses vassaux pour avoir des soldats et de l'argent. Absolument. Rien à voir. Et cette administration, elle contrôle tout le territoire grâce à un système ingénieux, les thèmes. Les thèmes? Un thème, ce n'est pas un fief personnel comme en Occident, c'est une circonscription, à la fois civile et militaire, dirigée par un stratège, un officier nommé et payé par l'empereur. Donc un contrôle direct des provinces. L'État est partout. Partout. Ce n'est pas une fiction lointaine. Attendez, une machine administrative aussi complexe, qui produit des décrets, des registres d'impôts, ça ne peut pas fonctionner juste à l'oral. Non, bien sûr que non. Ça veut dire qu'il faut un carburant essentiel qui manquait cruellement en Occident. Des gens qui savent lire et écrire. Vous mettez le doigt sur le deuxième contraste fondamental, le rapport à la loi et au savoir. À Byzance, tout, absolument tout, repose sur la loi écrite. L'héritage du code justinien. C'est le fondement de l'État. La loi est codifiée,
uniforme, elle s'applique à tous. L'état de droit, ce n'est pas un concept vide de sens là-bas. Alors qu'en Occident, à la même période, c'est plutôt la loi du plus fort, non? Et les coutumes locales. C'est exactement ça. Le droit occidental est majoritairement oral, fragmenté. Il change d'un village à l'autre. À Byzance, la loi est impersonnelle, universelle. Et comme vous l'avez deviné, ça a une conséquence culturelle majeure. L'alphabétisation? Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire qu'un fonctionnaire byzantin de base était probablement plus lettré qu'un roi franc ou un seigneur normand? C'est une idée assez folle. Ce n'est pas juste probable, c'est une certitude. L'alphabétisation était beaucoup plus répandue. Et pas seulement dans le clergé. L'État avait besoin de milliers de fonctionnaires, de juristes, de scribes. L'éducation était une voie d'ascension sociale. Donc il y avait des écoles, des bibliothèques. Oui, un haut fonctionnaire byzantin illettré est tout simplement impensable. Alors qu'en Occident, la plupart des rois et la quasi-totalité des seigneurs l'étaient. Du coup, Byzance n'était pas seulement la continuation politique de Rome. C'était aussi sa continuation intellectuelle. Une sorte de gigantesque bibliothèque conservatoire pour l'Antiquité. C'est son rôle le plus précieux dans l'histoire, oui. Les Byzantins ont copié, étudié, commenté les grandes œuvres grecques et romaines, la philosophie, les sciences, la littérature, alors que l'Occident en avait perdu une bonne partie. Ils se voyaient comme les gardiens de la civilisation. Et cette conscience de leur supériorité culturelle, j'imagine que ça va rendre la rencontre avec l'Occident explosive. Ces deux mondes se sont un peu ignorés. Et puis arrive un événement qui va les forcer à se rencontrer massivement. Les croisades. Le choc des cultures. On a donc cette société byzantine, raffinée, bureaucratique, et voilà que débarquent des dizaines de milliers de chevaliers occidentaux. Des Francs, des Normands. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer? Absolument tout. L'incompréhension est immédiate et totale. Et ça commence dès le premier contact avec le pouvoir. Prenez le cérémonial de la cour à Constantinople. Le faste, l'irrituel. Pour les Byzantins, c'est un langage. C'est la manifestation de l'ordre du monde, avec l'empereur au centre qui représente Dieu sur terre. Tout ça, c'est un outil diplomatique. C'est fait pour impressionner, pour soumettre psychologiquement les étrangers. J'imagine la scène, des chevaliers occidentaux, des hommes directs, qui doivent se prosterner jusqu'à terre devant un empereur silencieux, couvert d'or. Ils ont dû trouver ça fou, mais aussi insultant. Pour eux, ce n'est pas de la majesté, c'est de l'arrogance, de l'hypocrisie, de la décadence. Ils ne comprennent pas ce langage. Et de là naissent les stéréotypes. Le premier, le plus tenace, la perfidie des Grecs. On l'entend partout dans les chroniques de l'époque, ça. Mais d'où ça vient? Ça vient d'une opposition de vision du monde. L'Empire byzantin est un État millénaire. Il a appris que la guerre, c'est cher, c'est risqué. La diplomatie, la ruse, la négociation, même la corruption pour acheter un ennemi, tout ça c'est vu comme supérieur à la guerre. Une victoire sans perdre un seul soldat, c'est la meilleure des victoires. Voilà. Sauf que pour un chevalier occidental, dont tout le code d'honneur repose sur la bravoure, le combat, Cette approche est l'inverse de la vertu. précisément, pour lui, refuser le combat, c'est de la lâcheté. Négocier en secret avec les Sarrasins, comme le faisaient les Byzantins, c'est de la trahison. Donc, ce que les Byzantins voient comme de la sagesse politique, les croisés le voient comme de la duplicité. D'où le cliché. Le cliché du grec perfide. Et il y avait un autre aspect qui les a profondément choqués, n'est-ce pas? Quelque chose qui touchait à leur idée de la virilité. Oui, et c'est peut-être encore plus révélateur. Les Occidentaux sont choqués par le luxe, les soieries, mais ce qui les heurte le plus, c'est la présence massive d'eunuques au plus haut poste de l'État. Des eunuques? Dans la logique byzantine, un eunuque est le fonctionnaire idéal. Il ne peut pas fonder de dynastie pour menacer l'empereur, il est donc perçu comme plus fiable, entièrement dévoué. Mais pour un croisé, un homme sans virilité, c'est un homme sans honneur. C'est l'opposé absolu de l'idéal du guerrier. C'est l'incompréhension totale. Il voit cette cour remplie d'eunuques lettrés comme un monde de mœurs efféminées, de mollesse, et bien sûr le regard est réciproque. Comment les Byzantins voyaient les Occidentaux? Pour les élites byzantines, comme l'historienne Anne Comnène, ces latins ne sont que des barbares, impulsifs, violents, avides et d'une ignorance crasse. Il y a un incident raconté dans les sources qui résume tout. Ah, je veux l'entendre. Lors d'une audience, un chevalier croisé, exaspéré par la longueur du protocole, se lève et va tout simplement s'asseoir sur le trône de l'empereur. Pardon, il a fait quoi? Il s'est assis sur le trône, à côté de l'empereur. Non, mais c'est un sacrilège. C'est inimaginable. Qu'est-ce qui lui est arrivé?
maître en diplomatie, n'a rien dit. Il est resté de marbre. Mais ses gardes étaient prêts à le tuer sur place. C'est un autre chef croisé qui a dû attraper son compatriote et le traîner hors du trône. Cet incident, il illustre vraiment le gouffre entre les deux mondes. Totalement. D'un côté, l'honneur personnel, l'action directe. De l'autre, le respect sacré de l'État et de ses symboles. Donc, si on résume, on a bien plus qu'une simple rivalité politique. C'est un vrai choc de civilisation. D'un côté, un État byzantin centralisé, bureaucratique, Fondé sur la loi écrite et le pragmatisme politique. et de l'autre, un Occident féodal, fragmenté. Mu par des liens personnels et un idéal d'honneur guerrier. C'est une excellente synthèse. Et ce qui est fascinant, c'est que la même chose qui rendait Byzance si moderne et stable en interne, son administration, sa diplomatie, est précisément ce qui la rendait incapable d'être comprise par les Occidentaux. Sa plus grande force est devenue sa plus grande faiblesse dans ses relations avec l'Occident. On comprend mieux pourquoi Byzance n'est pas juste un autre royaume médiéval. C'est la continuation de Rome, avec une logique qui a mis des siècles à réapparaître en Occident, l'idée d'une fonction publique, d'un impôt centralisé. Tout ça existait à Byzance quand l'Europe occidentale était encore en pleine reconstruction. Et ce choc culturel, cette méfiance, ça n'a fait que grandir jusqu'au drame de 1204, quand la 4e croisade a pillé Constantinople. Un traumatisme qui a scellé la rupture. Ce qui nous amène à une dernière réflexion peut-être. Toute cette incompréhension, ce fossé culturel qu'on vient de décrire, ça fait réfléchir à la grande rupture religieuse. En effet. Et c'est la question qu'on peut laisser en suspens. Le grand schisme de 1054, qui a officiellement séparé l'Église catholique et l'Église orthodoxe, était-il vraiment, au fond, une simple querelle théologique sur des points de dogme un peu obscurs, ou autre chose? Ou n'était-il que la conséquence inévitable, la formalisation religieuse, de la séparation de deux civilisations qui, depuis bien longtemps déjà, ne se comprenaient plus et ne vivaient tout simplement plus dans le même monde ?